Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Wi-Fi 7 et de plein d'autres technologies autour des réseaux domestiques, en particulier Ethernet et compagnie, puisque j'ai la chance de pouvoir tester ces nouvelles bornes de chez TP-Link, les Deco BE85, qui sont des bornes Wi-Fi 7, qui font également Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 et compagnie, et qui viennent remplacer mes précédentes bornes Wi-Fi, de chez TP-Link également, les Deco X90, qui étaient Wi-Fi 6. Autrement dit, j'ai fait un upgrade du Wi-Fi 6 vers le Wi-Fi 7, et je voulais vous faire une vidéo déjà pour vous parler de ces nouvelles bornes, parce qu'elles sont super intéressantes en termes d'équipement embarqué et de technologie sans fil, mais aussi parce que c'est une vraie mise à jour, c'est-à-dire que j'ai pas fait la mise à jour vers du Wi-Fi 6E, qui était la version intermédiaire entre les deux générations de Wi-Fi, qui apportait la bande de fréquence des 6 GHz. J'ai pas fait cette mise à jour, il n'y en avait pas nécessairement le besoin. Vous me direz, est-ce qu'il y avait besoin d'aller sur du Wi-Fi 7? Personnellement, non, j'aurais pu me contenter, je pense, de Wi-Fi 6, mais c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir du Wi-Fi 7 à la maison, et ça me donne aussi l'opportunité de vous évoquer toute cette nouvelle technologie, donc c'était quelque part d'une pierre deux coups. Ces bornes, je dois remercier TP-Link qui me les a transmises pour que je puisse faire le test et faire des vidéos autour de tout ça. Je compte faire 2 vidéos sur ces bornes. Cette première vidéo que vous regardez actuellement, ce sera le déballage, la mise en route de ces bornes. Je vous montrerai comment je les ai mises en place chez moi. Donc la borne BE85 qui remplace la borne X90. J'avais 2 bornes X90, j'ai 2 bornes BE85. L'une est dans mon bureau, c'est la borne principale. Vous voyez qu'elle est bien câblée puisqu'elle a ici pas mal d'équipements reliés sur mon réseau qui part directement dans mon sous-sol, et j'ai la deuxième borne, une borne additionnelle dans mon séjour, donc pour couvrir en mèche l'ensemble de mon logement. Donc ce sera la première vidéo. Deuxième vidéo, je vous demanderai si vous voulez de participer. Vous pouvez d'ores et déjà, à l'issue de cette première vidéo, me poser des questions complémentaires, si j'ai pas abordé le point, ou plus en rapport avec directement les technologies ou les bornes en question, pour que je puisse les intégrer dans la deuxième partie, puis moi je vous donnerai mon retour d'expérience après, je pense 4, 5, 6 semaines d'utilisation de Wi-Fi 7 à la maison. Donc qu'est-ce que je pense du Wi-Fi 7, mais pas que du Wi-Fi 7, vous allez voir que ces bornes sont très très bien équipées, puisque vous avez des ports 10 gigabits Ethernet, vous avez 2 ports ici 10 gigabits Ethernet à l'arrière, 2 ports 2,5 gigabits Ethernet, donc c'est des bornes extrêmement modernes en termes de connectivité, plus un port SFP+, sur lequel vous pouvez brancher du 10 gigabits Ethernet ou de la fibre, si vous avez besoin de connecter ça par exemple sur des Freebox avec du très haut débit fibre. Moi j'ai pas de très haut débit fibre, j'ai du 300 mégabits seconde, mais à la maison par contre j'ai besoin de débit et donc ça me sera fortement utile. Voilà en tout cas en ce qui concerne cette introduction. Donc le kit BE 19000 de chez TP-Link, de borne BE85, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo, et vous comprendrez à l'issue de cette vidéo normalement comment on les déploie chez soi. Je vous montrerai comment on les déploie en mode routeur, et surtout comment on les déploie en mode point d'accès Wi-Fi, puisque c'est comme ça que je les utilise personnellement, et c'est comme ça que je pense que c'est le plus intéressant de les utiliser. Elles sont très très bien en routeur, mais si vous pouvez déployer chez vous votre propre serveur DNS, DHCP, des choses de ce type-là, je pense que c'est plus intéressant que d'utiliser ce qui est fourni par quelles que soient les bornes ou quels que soient les routeurs, des solutions embarquées dans des solutions grand public. Je précise que c'est des bornes qui sont résolument haut de gamme, vous le comprenez, au Wi-Fi 7, au port 10 gigabits, plein de fonctionnalités autour de tout ça. Haut de gamme veut dire borne qui coûte cher, avec les dernières technologies. Tout le monde n'en a pas besoin, ça vous permet au moins de découvrir ces nouvelles technologies, les apports. Pour la comparaison entre les débits Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 et compagnie, je vous le ferai dans la deuxième partie de la vidéo. J'ai commencé déjà à regarder, c'est très intéressant en termes de débit, mais tout le monde n'en a pas besoin. Donc, si vous voulez avoir des bornes moins chères, vous avez des bornes de technologie un tout petit peu plus anciennes, mais qui seront beaucoup plus abordables financièrement. Tout le monde n'a pas besoin de 10 gigabits, tout le monde n'a pas besoin de Wi-Fi 7, mais si c'est des choses qui vous intéressent, avec ça, vous êtes préparé pour le futur, puisque vous avez quand même toutes les technologies du moment, et des technologies qui devraient tenir un bon moment. Mais c'est des bornes grand public, faites attention, ça reste des bornes configurables, mais avec un nombre limité de fonctionnalités, dédiées pour des gens qui forcément ne s'y connaissent pas trop en termes de réseau, donc tout est fait automatiquement dans ces bornes. Vous avez un ensemble d'options que vous pouvez régler, mais beaucoup d'options sont faites automatiquement. Je pense par exemple au canal Wi-Fi, des choses comme ça, vous ne pouvez pas les régler manuellement, ce que vous pouvez faire sur d'autres bornes qui sont aussi grand public, mais avec des réglages un peu plus pro, donc à vous de voir en fonction de ce que vous cherchez. Je suis extrêmement content de la fiabilité, de la simplicité d'utilisation des TP-Link, c'est pas pour rien que je continue de vous parler de la marque TP-Link, c'est très fiable, c'est très facile d'utilisation, et ça me suffit personnellement largement, mais il y a des gens qui préfèrent avoir un peu plus d'emprise sur le réglage technique de leur réseau, je comprends, et dans ce cas-là, ces bornes seront peut-être un tout petit peu moins adaptées à ce type d'usage. Voilà, on est parti pour le déballage de ces bornes, et puis la mise en route, et puis rendez-vous dans une deuxième vidéo pour en savoir plus si vous voulez
soit me poser des questions, soit que je vous parle plus en détail du 10 Gigabit, du Wi-Fi 7 et des trucs autour de tout ça, et puis mon avis, mon retour d'expérience. Pour information, dans cette vidéo, je vous montrerai aussi comment j'ai intégré les bornes dans mon infrastructure réseau, même si c'est léger par rapport à ce que certains déploient à leur domicile. Moi, ça reste du bricolage. Mais donc, vous aurez le chapitrage intégral de la vidéo qui vous permettra d'aller dans les sections qui vous intéressent. Si vous êtes juste intéressé par le déballage, par ma manière d'utiliser ces bornes ou d'autres sujets, regardez dans le chapitrage, comme ça vous aurez dans le détail les différentes thématiques que j'évoque autour de ces bornes. Et puis je vous dis, il n'y a pas tout, puisque le reste arrivera dans une seconde vidéo, en particulier le retour d'expérience et l'apport du Wi-Fi 7, et en partie aussi du 10 Gigabit Ethernet. On va donc jeter un petit coup d'œil à ce pack de 2 Deco BE85 de chez TP-Link, donc 2 bornes Wi-Fi qui fonctionnent donc en Wi-Fi Mesh quand on a plusieurs bornes, donc ici c'est le cas puisque c'est un kit de 2, mais vous pouvez, c'est commercialisé en fait sous la forme d'une borne, 2 bornes ou 3 bornes, donc vous avez kit de 2, kit de 3, et vous pouvez acheter la borne à l'unité, donc vous pouvez très bien acheter une seule borne, et plus tard, si vous en avez besoin, acheter une deuxième, acheter un kit de 2 plus tard, acheter une troisième, ou acheter directement un kit de 3, voire étendre votre kit de 3 si nécessaire. Mais le principe général de la gamme TP-Link Deco, c'est une gamme grand public, avec des capacités assez haut de gamme, mais limitées en termes de configuration, puisque c'est censé être compréhensible par le grand public, donc il y a assez peu de choix de configuration, ça s'optimise tout seul, en fait il se gère à peu près tout seul, vous faites quelques réglages, mais c'est pas de la gamme pro, et c'est pas du tout ce que vous pouvez attendre de produits parfois très haut de gamme qui vous donnent beaucoup de possibilités de configuration, et ici tout se fait de manière automatisée, évidemment c'est les bornes de dernière génération de chez TP-Link, alors il y a du un peu plus haut de gamme, mais vous allez voir que c'est quand même très très bien équipé, évidemment le prix s'en ressent. Donc pack de 2, ici je vais vous montrer la face avant, on voit donc Deco Wi-Fi 7, évidemment ce sont des produits qui sont maintenant Wi-Fi 7, c'est rétrocompatible, donc c'est Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, donc vous pourrez connecter tous vos périphériques Wi-Fi, même les tout premiers que vous aurez pu acheter directement sur ces bornes-ci, il n'y aura pas de souci, mais évidemment pour bénéficier des meilleurs débits, il faudra des produits compatibles, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, sachant que le Wi-Fi 7 est évidemment largement encore supérieur aux générations de Wi-Fi précédentes. C'est un pack qui est BE 19000, 19000 c'est la bande passante totale du kit. Donc c'est 19 gigabits seconde, c'est la capacité de transfert que vous pouvez avoir au total sur votre installation. Je vous montre les côtés vite fait de l'emballage, mais de toute façon on va en parler quand je vais vous montrer les produits, donc je ne vais même pas m'attarder sur tout ce qu'il y a ici, puisque je vous le dirai à l'oral en fait, quand je sortirai les produits du carton et que j'aurai à en parler, et puis en plus on est sur de l'anglais, donc ce sera peut-être pas le plus facile pour vous, pour déchiffrer tout ça. Mais je vous montre quand même les faces de l'emballage, comme ça vous les voyez. Je vous enlève aussi ce petit autocollant qui est plus gênant qu'autre chose, comme ça vous pourrez regarder les caractéristiques ici. Je vous les zoomerai parce qu'elles sont assez intéressantes. Vous avez les caractéristiques techniques du produit, dont les dimensions, les capacités en termes de Wi-Fi ici, donc vous avez les bandes de fréquence Wi-Fi et les capacités en termes de débit par bande de fréquence. Vous avez les ports, on les voit ici, mais de toute façon je vais vous les remontrer en gros quand j'aurai les bandes dans la main. Et ici vous avez le contenu du kit, ce qui est assez intéressant pour comprendre que sur 2 points en fait sur cet emballage, je vais vous montrer que TP-Link a été un petit peu chiche, et sur des kits qui sont aussi haut de gamme, aussi chers, ils auraient pu faire l'effort d'aller un tout petit peu plus loin en termes de bundle et de fonctionnalités intégrées. Je vous montre aussi le dessous, c'est juste pour vous montrer qu'ici on a une petite jointure, donc ça promet une ouverture qui va être assez intéressante. Voilà, donc c'est en gros tout ce que je pouvais vous montrer du carton. Je vais l'ouvrir. Je me suis débarrassé du plastique. On a donc une espèce de slipcover carton à faire glisser. Alors, ça se lève comme ça, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir quand même. Vous voyez qu'on a ici le tiroir intérieur en carton. Et sur le dessus, on a la slipcover. Il y a un carton en fait qui fait le tour, qui tient le tout fermé. Donc voilà, ça fait tout de suite premium, hein, honnêtement, quand on achète ce type de produit assez cher, c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir ce type de mécanisme d'ouverture, vous allez voir, ça fait coffret assez prestigieux. Là, j'avoue que j'aime beaucoup dans l'exécution, c'est pas grand chose, mais vous voyez que ça fait un peu coffret de bijoux, je sais pas quoi, vous voyez l'idée, c'est assez intéressant. Donc on a les bornes sont évidemment énormes et lourdes, mais vous en avez pour votre argent, puisque vous avez quand même de la très haute technologie là-dedans. Ça ressemble pas, enfin on le voit pas comme ça de l'extérieur,
mais c'est des bornes qui sont quand même extrêmement bien équipées en termes de connectique et en termes de capacité à l'intérieur, donc ça se comprend. Je vais vous la montrer dans un instant, on va juste regarder d'abord les tiroirs supplémentaires ici. Alors c'est complètement symétrique, hein. Vous avez donc, je vous l'ai dit, deux bornes qui sont exactement les mêmes. L'une et l'autre sont interchangeables, vous pouvez en utiliser qu'une que si vous voulez, mais ça n'aurait aucun intérêt en achetant un pack de 2. Je sais pas si ça peut vous arriver, si vous pouvez avoir ce besoin-là, un pack de 2 ou un pack de 3, en utiliser deux et en passer une à un membre de votre famille, quelque chose comme ça. Si vous les achetez moins cher en pack, ça peut être aussi un intérêt. Et donc ces bornes sont strictement les mêmes, donc vous pouvez partir sur ce type de pratique. Donc sur le volet ici, vous avez donc un petit clapet. Dans le clapet, on a la prise d'alimentation qui est énorme. Alors c'est pour le coup, c'est un câble très épais, donc je sais pas combien va consommer une borne, mais quand on voit l'épaisseur du câble, ça en dit long. Vous avez aussi l'adaptateur secteur qui lui est pas en reste, il est quand même relativement gros, il n'est pas intégré dans la borne, donc à nouveau la consommation risque d'être à la hauteur. Malheureusement c'est du format petite prise cylindrique, c'est pas de l'USB-C, c'est extrêmement dommage. Extrêmement dommage de ne pas être ici sur une alimentation PoE, donc une alimentation par une prise Ethernet. On est forcément sur une alimentation ici jack, donc enfin une alimentation par la petite prise cylindrique qui est là, donc une alimentation externe, c'est dommage. Et en plus on n'est pas sur de l'USB-C, doublement dommage. J'aurais aimé sur des produits de cette catégorie-là être sur des standards un peu plus intéressants, PoE, très intéressant, comme ça on peut directement avoir l'alimentation centralisée sur son installation réseau, par exemple au sous-sol bien caché, et juste avoir les bornes alimentées par un seul câble en réseau data et en secteur, et puis évidemment avoir une alimentation, si c'est pas possible, USB, donc standardisé, ça aurait été plus sympa. Un câble RJ45 pour relier la borne à votre box opérateur, à votre réseau courant, puisqu'il y a au moins une des bornes qui devrait être reliée en filaire. Les bornes communiquent sinon soit par un backhaul câblé. Le backhaul, c'est le lien en fait qui permet aux deux bornes d'interagir quand elles doivent échanger des données pour le transférer sur l'autre partie du réseau en fait. Donc il y a un lien, une communication qui s'établit pour que par exemple quand un périphérique Wi-Fi communique avec cette borne, il puisse communiquer avec un autre périphérique Wi-Fi sur l'autre borne. Ce lien, ce backhaul peut se faire directement en Wi-Fi, mais peut se faire aussi avec un réseau câblé, ce qui est beaucoup plus efficace si vous avez un très bon réseau câblé. Donc voilà, en gros, le contenu de ce tiroir, le reste c'est du rembourrage, il n'y a rien de plus. Et je vais vous montrer que c'est symétrique, dans le sens où si je prends l'autre côté ici, vous allez voir qu'on a quasiment le même contenu. Donc on a ici manuel d'utilisation, qui n'était pas de l'autre côté. On a le câble, le même câble secteur, puisque je vous dis c'est la même borne, donc c'est normal. Le guide d'installation rapide, ici. L'adaptateur secteur associé, et vous pouvez voir tout de suite que de ce côté il manque quelque chose, donc on a le carton et c'est tout, il manque quelque chose, et le quelque chose en question c'est ça. Je sais pas combien ça peut coûter à TP-Link de fournir un deuxième câble là-dedans, peut-être, je sais pas, vu la production et le prix auquel c'est commercialisé, ça coûterait peut-être 20 centimes d'euros à ajouter dans le carton, ils l'ont pas fait, et ça pour moi c'est pas normal. Sur des kits à 1000 euros, faire l'impasse sur un deuxième câble Ethernet qui peut-être, je suis d'accord, ne sera pas utilisé, c'est pas normal. Et il y a deux points comme ça qui ne deviennent pas normaux, je trouve, à ce niveau de prix. Il y a ce câble, et vous le verrez, le deuxième point, c'est Home Shield, la partie sécurisation si vous utilisez le routeur TP-Link, qui est sous forme d'abonnement. Et là, à nouveau, je trouve que c'est un petit peu se moquer du monde à ces niveaux de prix que de proposer des fonctionnalités qui sont sous abonnement. Donc on a sinon les manuels pour pouvoir démarrer rapidement, donc vous voyez Quick Installation Guide. Alors il y en a un qui est un Quick Installation Guide qui est énorme et l'autre qui est beaucoup plus petit, donc on va regarder le plus petit et normalement vous n'aurez pas énormément d'informations, on va juste regarder la partie française. Donc je vous le mets là à l'écran, comme ça vous pourrez mettre pause en fonction de si vous êtes intéressé ou pas. Vous avez la notion, donc vous avez des LED et vous avez donc le code couleur des LED qui correspond, ça peut vous permettre de bien comprendre. Et c'est tout, puisque le reste se fait directement dans l'application, et donc vous avez directement le QR code pour aller chercher l'application, soit sur l'Apple Store, soit sur le Play Store d'Android, pour pouvoir les utiliser. Alors on a aussi un portail web, mais je suis même pas sûr qu'on puisse mettre en route ces produits si on n'est pas équipé de smartphone. Je crois que depuis le portail web, on ne peut pas faire une mise en route, on peut administrer quelques petits trucs, mais pas démarrer les produits. Il faut forcément, je crois, l'application mobile si on veut pouvoir administrer les produits. Voilà, donc ça fait le tour ici du contenu. On va quand même regarder vite fait une borne, puisque c'est aussi pour ça
que je fais cette vidéo. Bornes, alors moi les bornes déco, j'ai toujours aimé ce que fait TP-Link, je trouve que c'est toujours extrêmement satisfaisant comme produit. Alors ici on est quand même sur un produit qui est très gros. Je sais pas si c'est facile de vous donner une échelle de grandeur, mais par rapport à mes mains, vous voyez que c'est un produit qui est quand même assez costaud et un petit peu lourd. Alors, c'est pas très lourd, mais voilà, on sent qu'il y en a dedans, parce qu'on est quand même sur des produits qui ont des capacités réseau énormes, et donc ils ont mis quand même pas mal de choses là-dedans. Ce qu'on voit tout de suite en termes de design, j'espère que ça se voit bien, c'est évidemment ce signe distinctif pour ces bornes-ci. J'ai toujours aimé, donc je vous l'ai dit, le design des bornes déco. Celui-là est un peu plus classique, c'est un peu plus cylindrique de base, mais il y a ce set énorme qui permet de savoir qu'on est sur une borne Wi-Fi 7. C'est discret, c'est élégant et c'est assez joli. C'est pas des ports de ventilation, c'est vraiment juste le plastique qui a des lames comme ça pour montrer Wi-Fi 7. Donc vous avez le logo déco qui est un petit peu plus visible que sur les autres gammes, mais qui reste quand même discret, un petit peu argenté. Sur le dessus, donc vous avez le logo TP-Link ici. Ici, c'est juste le petit autocollant qui permet, le plastique qui permet de protéger la face qui est laquée ici, blanche, sur le dessus. Enfin, c'est un plastique brillant, donc ça permet de préserver le brillant pendant le transport. On voit les énormes aérations, et comme il chauffe quand même, il y a besoin des vents pour évacuer la chaleur qui va être émise. Et sur le dessous, vous avez ici les 4 patins. Donc c'est pareil, ça suit le look déco, donc les patins sont mis dans un sens un peu sympa, avec les aérations pour prendre l'air frais, et des petits codes pour MAC adresse, numéro de série, tout ça. Et le plus intéressant, c'est ce qu'on a sur l'arrière du produit, puisqu'évidemment, c'est un produit qui est bien chargé en termes d'électronique. On corrige une problématique que j'avais soulevée dans les gammes précédentes, c'est vraiment assez intéressant. Donc on a d'abord tout en haut ici, le bouton WPS qui est présent, qui permet très rapidement d'intégrer un produit Wi-Fi à votre réseau. Donc quand vous appuyez dessus, le réseau est découvrable et vous pouvez ajouter rapidement un produit sur votre réseau. Vous avez deux ports 2,5 Gigabit Ethernet. Donc ça déjà c'est bien, il n'y a même plus de port Gigabit Ethernet classique, on est directement sur des ports 2 Go 5, qui sont des ports cuivre classiques, donc que vous pouvez brancher sur des câbles Gigabit si vous avez du réseau Gigabit, mais qui vous permettront, si vous avez des câbles compatibles, un switch compatible, etc., de basculer sur un réseau 2,5 Gigabit Ethernet, ce qui est déjà bien. Mais en plus, en dessous, vous avez deux ports Ethernet, cuivre toujours, qui sont des ports 10 Gigabit Ethernet, qui sont eux aussi, comme les ports 2 Go 5, rétrocompatibles. Donc les ports 10 Gigabit sont compatibles 5 Gigabit, 2 Gigabit 5 et Gigabit Ethernet. Et les ports 2,5 Gigabit sont aussi compatibles Gigabit Ethernet. Donc avec ça, vous avez 4 ports que vous pouvez moduler en fonction de vos besoins et vous pourrez brancher deux produits à très grosse demande de réseau directement sur ces ports-ci. Donc en particulier pour les backhauls, les trucs comme ça, vous pourrez vous brancher sur les ports 10 Gigabit Ethernet. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que vous avez ici, caché derrière ce petit manchon caoutchouc, vous avez un port SFP+. Et le port SFP+, c'est un port qui va vous permettre toujours de brancher avec le connecteur SFP+, un câble cuivre, classique, Ethernet cuivre, mais aussi de la fibre. Si vous avez besoin de faire une liaison fibre, donc Ethernet fibre avec votre box opérateur ou avec une autre borne, vous pourrez aussi utiliser ce connecteur-ci pour le faire. Ça, c'est super. Vous avez un port USB 3 qui normalement vous permet de connecter dessus un petit disque pour le partager en réseau. Je ne sais pas si ça marche et c'est pas une fonctionnalité qui m'intéresse, mais en tout cas vous avez cette capacité qui est disponible ici. On voit que c'est l'USB 3.0 et vous avez évidemment ici la partie alimentation. C'est là où vous brancherez l'adaptateur secteur pour alimenter votre borne. Voilà, le logo TP-Link est en haut et c'est tout. C'est tout ce que je peux vous préciser sur cette borne. Vous voyez, c'est joli, c'est bien fait, c'est bien fini, mais c'est un petit peu gros, un petit peu lourd, évidemment. Un truc intéressant à voir, c'est l'évolution des blocs secteurs entre Deco X90, ou en tout cas l'ancienne génération Deco, et Deco nouvelle génération, BE 85 par exemple. On sent tout de suite qu'il y a une très grosse consommation supplémentaire, et ça se sent. Quand on regarde sur la prise secteur, la consommation est beaucoup plus importante, et on le voit par l'adaptateur secteur qui est plus gros et plus lourd. Et puis le câble, évidemment, aussi, qui a été augmenté en conséquence. Alors c'est pas non plus une consommation excessive, mais elle est quand même très très importante. On est, je pense, sur de l'ordre de 20 watts. C'est de la moyenne, parce que j'ai vu que ça variait beaucoup, je vous montrerai directement avec le consomètre, mais en tout cas ça a beaucoup évolué. Le point positif qu'il faut noter, c'est point négatif que j'avais remonté sur les générations précédentes, c'est qu'il y a une dissociation entre la prise et le bloc secteur. C'est beaucoup plus souple, ça vous permet d'utiliser une multiprise, de brancher sur la multiprise, et vous n'occupez pas
potentiellement un espace un peu excessif sur votre multiprise. C'est parti connecteur, on est toujours sur du connecteur propriétaire, pas le même, pas exactement le même, enfin j'espère en tout cas, puisqu'on n'est pas sur les mêmes puissances, donc peut-être ils ont fait des petites variations pour que les gens ne se ratent pas, mais en tout cas, on est toujours sur du connecteur propriétaire, ça c'est dommage. On va mettre d'abord en activité la borne, et puis on se concentrera ensuite sur l'application mobile. Donc pour la borne, c'est probablement pas l'opération la plus compliquée de la journée que je vais faire. Il suffit de connecter le câble réseau. Alors forcément, la première borne, vous la connecterez au réseau filaire, directement sur votre box fibre ou ADSL de votre opérateur ou sur un équipement de réseau que vous avez. Mais en tout cas, il faut que cette borne-là, la borne qui va devenir la borne maître, soit connectée en filaire. Donc vous la reliez en filaire, donc normalement les 4 connecteurs sont équivalents. Privilégiez évidemment les connecteurs avec la vitesse la plus élevée, qui sont a priori plus adaptés. Et puis la deuxième étape, ce sera de mettre le connecteur dans l'adaptateur en question. Alors je voulais juste vous montrer la lumière éventuelle qui va se dégager de la borne pour son état. Donc on le voit ici, on voit le petit voyant qui est jaune là, et qui devrait suivre le code couleur que je vous indiquais, donc qui est dans le manuel. Donc ça vous permettra de savoir si la borne est fonctionnelle, si elle a été configurée ou s'il y a un quelconque problème réseau. Dans mon cas de figure, j'utilise Android, smartphone Android, donc j'ai l'application Deco Android. Vous, évidemment, vous adapterez en fonction de votre matériel. Donc si vous êtes plutôt Apple, donc vous aurez la version iOS de l'application. Et donc vous l'installez ou vous la configurez pour qu'elle soit installée sur votre appareil. Donc ici j'ai déjà une installation qui existe. Donc je vais créer une nouvelle installation en fait, parce que sinon, si je fais ci+, vous voyez que je peux ajouter une borne déco directement. Et c'est ce que je vais faire, hein. Cette borne-là, je vais la réinitialiser, je vais l'ajouter dans mon installation. Je ne veux pas remplacer la borne principale par la nouvelle. Je vais créer un nouveau réseau déco, comme ça vous me permettra de voir, quand on part de zéro, comment ça marche, et ensuite on fera ajouter probablement une borne déco. Donc je fais plus, créer un réseau. Ici je dois choisir le modèle, donc les modèles vous les avez tous, vous les voyez ici. Donc c'est la BE85 et on vous dit, attention, vous aurez besoin de la borne, de l'adaptateur secteur du câble Ethernet. Éteignez votre modem, ça je le fais pas, évidemment, il faudrait le faire de manière générale pour que ça fonctionne correctement, mode routeur et compagnie. Mais ça je vais pas le faire, parce que je réinitialiserai cette borne, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et j'en profite aussi, je vous montre, la borne est passée en mode clignotant bleu. Donc elle indique bien qu'elle est en mode configuration. Donc je fais suivant, je branche les appareils comme on m'a demandé, ou presque, et on va vérifier, donc le modem est connecté à Internet. Donc ça c'est pareil, je passe sous silence, je fais comme si j'avais fait les étapes. C'est pas l'objectif ici de faire les vraies étapes, puisque derrière, c'est pas comme ça que sera configurée ma borne. Donc clignotant bleu, prête à être configuré, c'est le cas, donc je fais suivant, et je laisse chercher la borne déco qui doit être accessible par du Wi-Fi sur le réseau local. Donc on me dit ici, il l'a trouvé, la déco E6BC. Si vous n'êtes pas sûr de la référence, elle est sous la borne, à la référence du point d'accès Wi-Fi. Donc je fais oui, et il va se connecter à cette borne. La borne est trouvée, et ensuite, vous voyez que c'est très guidé, on va avoir directement accès aux différentes étapes pour la configurer. Donc ici, vous pouvez choisir une pièce, les pièces sont préconfigurées en termes de nommage, vous pouvez ajouter des pièces si vous voulez, mais moi je vais choisir une pièce par défaut, donc ici bureau ça convient bien. Je fais suivant, vérification de la connexion Internet. Alors c'est ici où la configuration va dépendre directement de ce que vous voulez faire chez vous. Vous avez la possibilité d'aller régler la connexion Internet. En général, vous allez laisser votre box opérateur, c'est très probable que vous ne la remplaciez pas, parce que sinon vous n'aurez pas de possibilité de vous connecter à la fibre ou à la DSL, VDSL. Donc vous choisirez IP dynamique, mais vous pouvez aussi ici avoir IP statique ou avoir des modes de connexion qui vous permettront directement, en fonction de votre opérateur, d'aller faire le nécessaire. Donc en général, vous mettrez IP dynamique. Et si vous avez besoin d'un VLAN pour votre box télé, c'est très probablement ici aussi où vous en aurez besoin. Par exemple, chez Orange, vous aurez besoin d'activer ce réglage-là et on vous demandera quel est le VLAN que vous voulez utiliser et vous regarderez là-dedans si vous avez quelque chose qui est préconfiguré ou si vous pouvez trouver une configuration à définir ici. Donc moi, j'en ai pas besoin, donc je ne le mets pas, mais c'est le genre de choses où il faudra aller chercher dans l'aide ou dans la documentation si vous voulez en savoir plus. Donc ensuite, on le laisse créer le réseau Wi-Fi, donc il va demander ici un nom. Et vous voyez qu'en configurant le réseau Wi-Fi, on voit ici qu'il indique une complexité de votre mot de passe. Évidemment, il faudra mettre un mot de passe fort, parce que c'est quand même ce qui protège l'accès à votre réseau Wi-Fi, donc il faudra aller un peu loin dans la complexité. Je fais suivant,
On voit ici qu'on me demande, donc on me dit pour le réseau 6 GHz, est-ce que ça va? Le même nom avec 6 GHz, donc je fais suivant. Et puis, est-ce que vous voulez faire des mises à jour et à quelle heure? Ici, on voit que ce sera entre 3h et 5h de la nuit, donc dans la nuit. Voilà, la borne est quasiment prête. D'ailleurs, je peux vous montrer, elle a maintenant ce voyant fixe bleu. Donc normalement, elle est prête à être configurée. Donc ici, on est dans une situation où on a une box déco, enfin une borne déco, qui va prendre le relais de votre box opérateur. Donc je vais vous montrer en gros, on voit ici, hop, encore un petit truc à vous montrer, le voyant vert, donc elle est prête. Donc je vais vous montrer en gros comment ça se configure, mais il y a différentes manières de la configurer, donc il faudra voir en fonction de ce que vous voulez. Donc ici on me dit, est-ce que vous voulez enregistrer le réseau? Je fais oui, et on va basculer sur ce réseau-là. Je suis connecté sur le réseau, donc vous voyez, tout s'est fait automatiquement, et maintenant on va vérifier si la connexion Internet est fonctionnelle. Donc ici j'ai deux réseaux sur mon réseau, donc c'est pas idéal, hein, c'est vraiment pas le cas de situation classique, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on me dit ici, est-ce que je veux du SFP+, est-ce que je veux un combo port Ethernet, donc je laisse comme ça, je ne touche à rien, et déco est opérationnel, je fais suivant. Je peux, si je souhaite, brancher une deuxième borne, je fais suivant. Attendez que les LED clignotent bleu, donc là ici elle est en vert, et on voit ici qu'on est dans l'application de déco, et l'application déco c'est la même, enfin un peu évoluée évidemment puisque ma vidéo date, mais c'est la même que celle de la borne Wi-Fi 6 que je vous avais présentée, donc il y aura exactement les mêmes fonctionnalités. La différence c'est que par exemple quand on va sur les paramètres Wi-Fi ici, vous verrez qu'on a le réseau Wi-Fi 2 Go 4, 5 Go, et on a le réseau Wi-Fi 6 GHz. Et forcément, le réseau 6 GHz, on ne l'a que sur les bornes Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Donc ça, c'est des nouveautés, mais c'est directement lié à votre technologie Wi-Fi que vous avez avec la borne. Donc on voit pareil, vous avez un réseau MLO qui vous permet, donc du multilink Wi-Fi 7, qui vous permet d'avoir de meilleures performances. Donc vous pouvez l'activer si vous voulez. Le truc aussi qui est intéressant de regarder, c'est quand on va dans plus et qu'on va dans les paramètres, on peut vérifier si on est en mode point d'accès ou en mode routeur. Ici, vous voyez que je suis en mode routeur. Ces bornes peuvent s'utiliser à la fois en mode routeur. Mode routeur, c'est-à-dire que vous êtes directement branché sur votre box opérateur, et ce sont ces bornes en fait qui vont faire tout le réseau IP de votre logement. Donc c'est ces bornes qui vont faire l'adressage IP, la résolution de nom, le DHCP, toutes ces choses-là, ce sont des services rendus par les bornes déco. Mais vous pouvez aussi faire point d'accès Wi-Fi, moi c'est ce que je fais. Je délègue la partie réseau à des services que je déploie moi-même et à ma box opérateur, et je n'utilise que les capacités Wi-Fi de mes bornes déco, puisque c'est ce qui m'intéresse. Mais vous voyez que les deux sont possibles, et vous pouvez basculer de l'un à l'autre en fonction de vos besoins, de vos situations. Et moi je vous montrerai de toute façon ensuite que en mode point d'accès, puisque c'est comme ça que j'utilise mes bornes déco, mais je voulais vous montrer au moins que vous avez ces capacités-là. Et donc quand on est en mode routeur, vous avez toutes les capacités des bornes déco. Donc outre le fait de pouvoir changer de mode de fonctionnement, vous avez le routage. Donc ici c'est pour faire des routes statiques, pour définir directement du réseau. Donc vous pouvez donner une destination avec son adresse MAC ou son adresse IP, la passerelle et compagnie, et sur quelle interface vous voulez faire ce routage. Vous avez la possibilité, comme tout à l'heure, d'activer ou de désactiver votre VLAN pour l'IPTV, de cloner l'adresse MAC pour que cette borne-là soit invisible sur le réseau, de connecter un dynamique DNS, donc vous avez ici des prestataires de services, vous avez DynDNS et TP-Link qui vous proposent ce type de service. Donc ça vous permet, si vous avez une adresse IP dynamique, de récupérer cette adresse IP sur un nom de domaine qui va changer automatiquement, enfin qui permettra automatiquement de rediriger vers votre adresse IP dynamique. Vous pouvez régler les adresses IP de votre réseau LAN. Par défaut, vous voyez ici l'adresse IP qui a été sélectionnée avec le masque. Le serveur DHCP, donc je vous l'ai dit, il y a un serveur DHCP intégré quand vous êtes en mode routeur. Vous pouvez ici jouer avec le serveur DHCP et définir vos adresses primaires et secondaires de DNS. Et ces adresses de DNS, vous pourrez configurer un service que vous avez hébergé chez vous ou mettre un service qui est disponible sur Internet. Des adresses de DNS publiques qui peuvent être très intéressantes à utiliser. Vous avez de la réservation d'adresse qui marche avec le DHCP, donc vous pouvez affecter à partir d'un client ou à partir d'une adresse MAC toujours la même adresse IP, donc ça c'est le statique DHCP, donc c'est très pratique pour réattribuer tout le temps la même adresse IP à du matériel en connaissant son adresse MAC. Le partage USB, là vous l'avez vu, c'est avec le périphérique USB que vous pouvez brancher, donc vous avez du Time Machine et une authentification qui est disponible, donc ça c'est ce qui est disponible pour le port USB. Il y a peut-être d'autres services qui sont disponibles, mais en tout cas c'est celui qui
qui est visible. L'itinérance rapide, qui est une fonctionnalité du Wi-Fi, donc une IE 802.11r, qui est activable ou non, parce que ça peut causer des problèmes avec d'anciens matériels. Donc à vous d'activer ou pas cette fonctionnalité sur du réseau moderne, on va dire avec des périphériques modernes. Activez-le, il n'y a pas de souci. Le beamforming, qui permet d'améliorer les débits, donc par défaut il est activé, mais toujours de la même manière, ça peut poser des soucis avec du matériel plus ancien, donc vous pouvez le désactiver si nécessaire. Et les transferts NAT, qui vous permettent d'avoir de l'UPnP, du SIP et de la redirection de port. Donc c'est très pratique, toujours pour régler de manière plus fine votre réseau. Mais ça reste quand même assez basique, hein. Vous voyez qu'on a accès qu'à quelques fonctionnalités Ethernet, IP et compagnie, on n'a pas accès à tout ce qu'on peut faire. Donc pour la partie Wi-Fi, ça de toute façon on le gardera quand je vais reconfigurer ces bornes en mode point d'accès, donc je vous les remontrerai. On a les paramètres Wi-Fi, le réseau IoT, le WPS, donc vous l'avez vu avec le bouton WPS qui est accessible au dos, la connexion internet, la qualité de service, donc le QoS ou QDS en français, l'optimisation de réseau quand vous voulez vérifier si vous êtes sur le bon canal Wi-Fi, des choses de ce type-là, la possibilité d'avoir un client ou un serveur VPN intégré sur votre borne déco, et les réglages avancés que je vous ai montrés. Donc là on a un accès global, on va dire, à tous les réglages, et vous avez aussi quelques informations supplémentaires comme les alertes de connexion quand vous avez un nouveau périphérique qui se connecte sur votre réseau sans fil ou réseau filaire, la gestion d'administrateur, vous pouvez ajouter des adresses mail, des comptes pour pouvoir gérer ce réseau-là, la gestion des LED, vous pouvez avoir la LED en dessous toujours allumée, toujours éteinte, ou avec un calendrier pour l'éteindre la nuit, par exemple si vous êtes si c'est allumé dans le séjour ou dans un bureau, une pièce où par exemple des gens dorment et que vous voulez éteindre pour que ce soit moins gênant, vous pouvez le faire. Et vous avez ensuite ici différents petits panneaux directement accessibles, le réseau d'invités, vous pouvez avoir un réseau Wi-Fi dédié aux invités, ça c'est aussi accessible quand on est en mode point d'accès, donc on verra en mode point d'accès quand je vous ferai le contenu autour de comment j'utilise Deco, et les listes de blocage si vous voulez bloquer certains clients. Donc ça c'est la partie réseau pur, mais vous avez aussi une vision globale de votre réseau. Donc ici vous voyez avec les tests de débit, l'accès rapide aux paramètres Wi-Fi, donc pour y retourner vite fait, les bornes qui sont connectées avec les clients qui sont connectés, et en dessous la liste exhaustive des clients qui sont en ligne. Donc ici on voit qu'il n'y a que mon smartphone avec la qualité de connexion, et même le type de connexion, donc vous verrez si c'est un client qui se connecte en automatique, ou plutôt en 5 GHz, en 6 GHz, en fonction de ses capacités. Vous avez de la maison connectée, puisque TP-Link commercialise aussi des prises connectées, des choses comme ça, donc si vous avez des produits, vous pouvez les ajouter là. Ça vous permettra d'avoir directement accès dans l'application Deco à l'allumage, extinction des prises. Je sais pas, hyper pratique, c'est pas comme ça, je pense qu'il faut faire de la domotique, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. La sécurité, qui est accessible parce que vous avez ici le mode routeur, et la sécurité vous permet de savoir si vous avez des choses qui sont à risque, en particulier si vous avez par exemple votre réseau d'invités qui est resté allumé, vous aurez une alerte à risque, et puis plein d'autres petites choses. Le truc que j'aime pas du tout, c'est ici le fait que vous avez un abonnement qui est associé à Home Shield qui permet d'avoir des vérifications autour de votre routeur pour la sécurité et des fonctionnalités additionnelles. Et bien si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités présentées sur le site TP-Link ne sont pas accessibles toutes. Même sur des modèles haut de gamme comme le BE85, il faudra prendre un abonnement. Donc vous avez un essai gratuit de 30 jours, et puis ensuite il faudra payer tous les mois pour avoir des fonctionnalités sur vos bornes. Ça, je trouve pas ça normal, et c'est le truc qui me pose problème, et ça inclut le contrôle parental. Le contrôle parental, alors vous pourrez regarder qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça couvre pas, moi je l'utilise pas, mais vous aurez des capacités qui sont réduites en fonction de si vous avez l'accès complet à Home Shield ou un accès réduit, donc un accès non payant. Donc c'est un petit peu dommage, c'est très intéressant, vous avez plein de possibilités. Pour les gens qui s'y connaissent assez peu, ça permet de mettre très vite en place un profil en fonction des gens qui résident chez vous, pour les limiter en termes de consommation, d'application, de temps d'usage, mais à nouveau ce sera limité suivant si vous avez la version payante ou la version gratuite, et ça c'est vraiment très très dommage. Voilà, j'ai essayé de faire très vite pour vous montrer l'intégralité des fonctionnalités. Je vais maintenant réinitialiser cette borne et je vais la passer en borne classique, donc avec un mode point d'accès pour le remplacement d'une de mes bornes Deco. Du coup, j'en profite pour vous montrer quelque chose que je n'avais pas montré au moment du déballage, mais vous avez ici, là, en tout petit, l'emplacement pour le reset. Donc vous avez ici la possibilité d'appuyer. Vous voyez que ça clignote jaune. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça clignote jaune. On attend quelques secondes. Et normalement, quand on relâche, la borne va se réinitialiser. Donc elle va revenir dans son état
antérieure, et donc on va pouvoir refaire toutes les étapes de tout à l'heure, mais ce coup-ci, je vais vous montrer avec l'ajout d'une borne. Donc à nouveau, ici, je peux faire ajout, mais au lieu d'aller faire ajouter une nouvelle borne déco, je vais vous montrer l'extension d'un réseau déco existant, parce que c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est la puissance de déco, c'est de pouvoir étendre votre réseau ou remplacer votre réseau par des nouvelles bornes. Donc ici, je vais lui dire remplacer le déco principal. Donc j'ai le déco principal actuel, je veux le remplacer par le nouvel déco, donc je fais ça. Remplacer le déco par le nouveau, donc je fais suivant. Il est sous tension, donc je fais suivant, et il va y avoir une recherche. Et là, on est exactement dans le même profil, c'est-à-dire que cette borne va se mettre en mode installation, et donc normalement on va pouvoir la découvrir et suivre la procédure pour ce coup-ci remplacer un réseau existant. Donc la borne se met en clignoter en bleu, donc on est exactement dans les mêmes étapes que précédemment. On voit ici la borne a été trouvée, je fais continuer, commencer à remplacer, donc je fais continuer, et là il va y avoir un transfert des paramétrages réseau de la borne précédente à la borne nouvelle. L'autre possibilité, ça serait encore plus simple, c'est d'ajouter cette borne là dans mon réseau actuel, et ensuite de dire à ce réseau en question d'utiliser cette borne là comme borne principale. Du coup on se retrouve avec 3 bornes, enfin moi j'ai 2 bornes plus celle-ci, 3 bornes, et ensuite on dit cette borne là devient la borne principale, et ça peut aussi être fait comme ça. Vous choisissez la procédure qui vous semble la plus intéressante, suivant si vous gardez les anciennes bornes ou pas, ça restera exactement la même technique, hein, c'est juste que vous passez par un menu qui est différent. Ah, c'est intéressant, je suis tombé sur une limitation, cette borne ne peut pas être la borne principale. Donc vous voyez ici par exemple, je n'ai pas pu faire la procédure simplifiée, c'est dommage. Vous voyez que j'ai une autre borne qui est apparue, qui est une borne secondaire, donc je ne peux pas actuellement la configurer pour être borne principale. Mais pour autant, elle a les mêmes configurations. Ah bah c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a le voyant éteint, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas... elle a les réglages de ma borne principale sans être la borne principale, ce qui fait qu'elle a l'extinction de lumière, puisque moi j'éteins la lumière, j'en ai pas besoin, donc elle est éteinte systématiquement. Donc vous voyez, du coup ça a raté, mais ça a réussi d'une certaine manière. Ça fait la même étape que si j'avais fait plus, et ajouter une borne. Ça fait en fait, je pense, l'équivalent, et la dernière étape étant de remplacer, ça n'a pas fonctionné, donc ça n'a pas pu aller sur la dernière étape, mais on voit que la borne est là. Alors j'ai 2 bornes qui s'appellent bureau, mais il y a une borne, on voit par les logos, je pense que c'est un tout petit peu visible. Le logo ici, c'est le logo Wi-Fi, c'est la borne avec le logo 7. Ici, c'est la déco X90, puisqu'on voit au logo. Je pense que ça se voit un petit peu quand l'écran s'éclaire moins. Une mise à jour de firmware, c'est intéressant aussi. Vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'aller mettre à jour les firmware. Donc, quand la borne rejoint le réseau déco, automatiquement, du coup, elle hérite de toutes les fonctionnalités de supervision déco. C'est connecté, hein, ça reste une administration par Internet. C'est un peu TP-Link qui gère quelque part vos bornes déco, donc c'est accessible depuis n'importe où dans le monde. Via l'application mobile, vous pouvez accéder à vos installations déco. Et du coup, la mise à jour de firmware, vous pouvez aussi la faire directement comme ça, depuis votre appli mobile, chez vous ou pas chez vous. Donc je fais télécharger le firmware, et du coup ça va permettre de mettre à jour cette borne pour qu'elle ait les dernières capacités en termes de mise à jour. Donc évidemment, ici je suis sur une borne où il n'y a pas de client d'installer, mais ça peut rendre le réseau temporairement instable, puisque la borne reboot. Donc pendant la procédure, c'est toujours pareil, on a les codes couleurs avec les LED, comme ça si jamais il y a moins de soucis, on sait ce que fait la borne, et on sait dans quel état elle se retrouve. Voilà, la borne est à jour. Alors le décompte ne sert à rien en fait, enfin la plupart du temps le décompte ne sert à rien, la borne est à jour depuis bien longtemps, c'est juste un compte à rebours arbitraire pour vous faire patienter. Vous pouvez suivre avec le voyant qui est en bas si la mise à jour s'est opérée. J'ai vu aussi les consommations de la borne pendant qu'elle rebootait, donc on en parlera tout à l'heure. Je vais juste vérifier donc si la borne est à jour, et on voit ici que tout a l'air d'aller bien, mais donc l'ancienne borne est toujours en principal, et je peux basculer cette nouvelle borne, normalement en borne principale. Donc je vais retenter, définir comme déco principale. Je fais continuer, je retente l'opération, parce que vraiment je voudrais que ces bornes-là deviennent mes bornes principales, sinon évidemment je peux pas vous parler plus, je pourrais pas vous évoquer plus le sujet des bornes déco, puisque il faudra que je refasse toute ma configuration Wi-Fi, ce qui va me prendre beaucoup plus de temps. Donc je vais le laisser faire, ce sera fait en 2 étapes au lieu d'une seule, ce que j'avais prévu initialement, mais vous voyez que ça change pas grand-chose si ça réussit. Si ça réussit pas, on devrait avoir le même message d'erreur que tout à l'heure, dans le fait que la bascule ne peut pas s'opérer. Donc le switch a l'air d'avoir opéré, j'ai eu des petits bugs sur l'application mobile, j'ai tué, j'ai redémarré, vous voyez que maintenant la borne ici, c'est la borne Wi-Fi 7 qui est au centre et qui est bien en principal. Si je vais dessus, on voit bien ici elle est en principal, et la borne secondaire est bien ici, donc c'est bien ma borne déco, l'ancienne borne déco, on le voit au petit logo,
Donc il y a bien eu une bascule entre les deux. Donc maintenant, je peux commencer à utiliser cette borne-là en tant que borne principale, donc la mettre au bon endroit, commencer à la câbler et tout ça, et on ajoutera la deuxième borne d'écho dans l'ensemble, et ensuite je pourrai éteindre les anciennes bornes, voire les retirer, si je veux utiliser purement les nouvelles bornes pour le réseau. On va maintenant s'occuper de la deuxième borne du kit, et pour la deuxième borne du kit, je vais le faire d'abord en sans fil, donc vous voyez ici, je vais brancher que la partie alimentation secteur, donc on va avoir un backhaul Wi-Fi uniquement, donc on va être connecté en Wi-Fi entre cette borne et l'autre borne, et ensuite on fera la même chose mais avec un backhaul Ethernet. Je vous montrerai qu'on peut rebrancher le câble et qu'on a du coup on a la capacité réseau entre les deux bornes. Si vous voyez ici, alors il y a une borne qui a été identifiée, mais vous voyez que j'ai un souci puisque la borne, j'ai retiré une borne donc elle n'est pas disponible sur mon réseau, donc il n'est pas super content. J'ai le voyant bleu clignotant qui apparaît sur la borne, elle était auparavant jaune puisqu'en fait elle démarrait, elle s'initialisait. Donc pour le moment il n'y a pas de découverte de borne, donc je fais plus. Ajouter une borne d'écho, premier étage, placer à l'air libre, loin des appareils, donc tout ça je fais oui. LED jaune en train de démarrer, prêt à être configuré, on est bien d'accord, on est en LED bleu clignotant, donc je fais démarrer. Donc là, la borne normalement va rejoindre le réseau Wi-Fi, va être incluse dans le kit d'écho, donc dans l'ensemble des bornes mesh d'écho, et donc je vais avoir les capacités de la borne qui vont être ajoutées. Voilà, la borne a été trouvée, bleu fixe, la borne est là, donc je fais ajouter cet appareil. De la même manière, donc comme tout à l'heure, on peut l'ajouter, donc je vais l'appeler salon également, tant pis. De toute façon, je vais retirer les autres bornes des anciennes générations, et je dis terminer, et c'est parti. Et on voit la petite notif, ça a été subtil, mais on voit la petite notif, une nouvelle déco a rejoint le réseau, et on vient de la voir apparaître ici, donc elle est ici, déco 78AC, donc elle porte le nom, son nom par défaut, mais on peut évidemment le reconfigurer après coup. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici elle a une petite connexion Wi-Fi, un petit logo Wi-Fi. C'est pour dire que la manière dont elle communique avec l'autre borne, c'est en sans fil. Donc elle n'est pas reliée, elle n'a aucun câble réseau à l'arrière. Donc forcément, elle a ce qu'on appelle un backhaul, c'est-à-dire une communication entre les bornes qui se fait entre cette borne-ci et les autres en sans fil. Ça se change très facilement. Il suffit de prendre un câble réseau. Alors, évidemment, comme c'est la seconde borne, vous n'avez pas de câble réseau livré, donc il faudra en récupérer un ou en acheter un. On connecte le câble, et alors, suivant les sens, suivant si on connecte ou si on déconnecte la borne, c'est instantané ou ça nécessite le reboot de la borne. Ici, je branche le câble, et normalement, on va voir que la borne réagit et passe en connexion Ethernet, donc backhaul Ethernet. Je ne sais pas sous combien de temps le statut est remis à jour, mais c'est normalement relativement rapide. Voilà, je suis allé dans l'écran principal qui me disait que ma borne n'était pas à jour, et vous voyez ici, quand je reviens dedans, on me dit maintenant qu'elle est connectée en Ethernet. Donc si jamais vous débranchez le câble, là je crois qu'elle reboot, elle va rebooter pour dire qu'elle doit passer en backhaul Wi-Fi. En tout cas, c'était le cas pour les bornes précédentes, mais sinon, quand vous connectez le câble, c'est instantané. Et maintenant, j'ai une connexion filaire entre les bornes, et donc là, je suis idéalement connecté, puisque si vous avez derrière un réseau 10 gigabits ou un réseau 2,5 gigabits, ou 5 gigabits, enfin voilà, si vous avez un réseau relativement rapide, vous allez bénéficier de ce qui se fait de mieux en termes d'échange entre les bornes. C'est quand même plus agréable que d'avoir des échanges en Wi-Fi, mais c'est tout à fait possible, je vous ai montré, vous avez la possibilité de connecter cette borne et les autres bornes additionnelles que vous auriez en Wi-Fi à la borne principale. Donc il reste ensuite la dernière étape, à savoir que cette borne-ci, il faudra faire la mise à jour de firmware, donc il faudra la mettre à jour, donc ça se fait normalement automatiquement, mais vous avez aussi une section firmware, et vous pouvez aussi la renommer, donc vous voyez ici, c'est là où, hop, je peux la renommer, donc je peux l'appeler salon, ou la nommer autrement, et on voit ici qu'elle a les capacités de 4, 5, 6 GHz, donc c'est bien ma nouvelle borne. Donc pour les mises à jour, vous allez dans plus ici, vous allez dans système, vous allez dans mettre à jour, et normalement, toutes les bornes vont être identifiées, et s'il y a une borne à mettre à jour, donc celle-ci, salon, vous voyez qu'elle doit être mise à jour, et bien hop, je lance la mise à jour, et donc comme l'autre borne, elle va se mettre à jour automatiquement, elle sera accessible ensuite dans votre réseau avec le nouveau firmware. On reviendra là-dessus dans quelques semaines en vidéo, mais je voulais quand même vous montrer la connexion d'un ordinateur portable et d'un smartphone sur ces bornes. Pour l'ordinateur portable, vous le connaissez, c'est mon Dell Inspiron. Et si vous regardez, alors il n'y a pas d'indication exactement sur le réseau Wi-Fi qui est sélectionné, mais si on va sur la partie réseau Wi-Fi, vous verrez que j'ai bien le réseau Wi-Fi 6 GHz qui est sélectionné. Si je vais à cet endroit-là et que je fais information, vous verrez que je suis bien connecté sur un réseau Wi-Fi. Alors il me met Wi-Fi 802.11ax, il me met Wi-Fi 6, et je suis bien sur un réseau 6 GHz. Donc je suis connecté en 6 GHz sur mon Dell Inspiron.
Pour information, Modèle Inspiron, il a la carte Wi-Fi 6E, il fait du Wi-Fi 6E, ça fonctionne en Wi-Fi 6E. Je vous avais fait une vidéo dédiée où j'avais ouvert l'ordinateur, je vous avais montré comment on peut remplacer la carte Wi-Fi, mais aussi éventuellement la batterie, la RAM si vous en avez, des choses de ce type-là. On va recommencer l'opération et je parlerai de Wi-Fi 7 avec cet ordinateur, puisque je me suis acheté une carte Intel, donc la BE200, qui est la carte Intel qui permet de faire du Wi-Fi 7. Alors attention, cette carte ne permet de faire du Wi-Fi 7 que sur le matériel Intel, il faut du Realtek je crois pour le faire avec du Ryzen, donc du matériel AMD. Mais je vous montrerai donc le remplacement de cette carte, et ce sera ma machine de référence pour faire du Wi-Fi 7, parce que c'est la seule machine que j'aurai chez moi qui est capable de faire du Wi-Fi 7. A priori, en tout cas, j'en aurai pas d'autres, et encore, faut pas que je l'abîme en essayant de changer ma carte Wi-Fi à nouveau, puisque c'est mine de rien la deuxième fois que je change sa carte Wi-Fi. Donc Wi-Fi 6, pas de souci, ça fonctionne très bien sous Windows 11. Pour le Wi-Fi 7, je sais pas si vous avez vu ma vidéo qui parlait de Windows 11 24H2, mais c'est sur Windows 11 24H2 que le support complet du Wi-Fi 7 est activé. Donc ça me permettra aussi de faire un complément pour vous montrer l'utilisation du Wi-Fi 7 sur Windows 11 24H2. Pour mon smartphone, alors c'est très compliqué de filmer l'écran de mon smartphone, mais vous voyez ici normalement une petite icône qui est le Wi-Fi 6E, donc c'est une petite icône marquée 6E. Ça se voit à peine, mais c'est comme ça que sur Android sont identifiés les réseaux. Vous avez un petit 6, un petit 6E, un petit 7 en fonction du type de réseau. Donc je suis sur du Wi-Fi 6, pareil, j'utilise le Wi-Fi 6E de la borne, je peux pas faire de Wi-Fi 7, c'est un Samsung Galaxy S23 Plus. Techniquement à l'intérieur la puce est compatible Wi-Fi 7, mais je sais pas pourquoi Samsung a fait l'impasse sur le Wi-Fi 7 sur cette génération-là, il l'a activé que la génération d'après, alors que la puce techniquement faisait du Wi-Fi 7. Peut-être des problèmes de compatibilité identifiés tardivement, je ne sais pas, mais en tout cas du coup je me retrouve bloqué en Wi-Fi 6E, je vais certainement pas renouveler un smartphone aussi récent juste pour avoir du Wi-Fi 7. Donc malheureusement, j'aurai pas de produit nomade autre que l'ordinateur portable pour vous faire quelques tests Wi-Fi 7, mais les débits sont très très bons en Wi-Fi 6E. Le seul point pour le moment qui me pose problème avec ce smartphone en 6 GHz, c'est le fait que par défaut, je sais pas pourquoi, il resélectionne tout le temps le réseau 2 Go 4 5 GHz, donc il se reconnecte dessus, et pas le réseau 6 GHz. Donc c'est malheureux, mais si j'ai besoin du réseau 6 GHz, il faut que je sélectionne à la main le réseau pour me reconnecter dessus. Voilà, c'est le seul point qui est un petit peu pénible, alors que sous Windows ça marche très bien, il ne me demande pas de me reconnecter sur l'un ou l'autre des réseaux, il choisit par défaut le 6 GHz s'il n'est pas disponible, il est tout le temps disponible, mais s'il était hors de portée, là seulement il choisirait l'autre. Pour information, j'observe à vide, c'est-à-dire le connecteur, l'adaptateur secteur branché sur secteur, mais avec rien de branché dessus, donc la borne n'est pas branchée dessus, j'observe une consommation de 2 watts. Donc si vous conservez votre borne même éteinte, branchée sur le secteur, vous aurez une consommation résiduelle de 2 watts, ce qui montre que l'adaptateur secteur n'est pas optimal, ou alors que j'ai toujours un souci de consommètre, mais en général, cet appareil reste relativement fiable. On peut parler également de la consommation d'une de ces bornes, alors je vous montre directement au consommètre, mais c'est très variable en fait, en fonction du cycle dans laquelle elle est, donc ici elle est démarrée stable, donc vous voyez la consommation qui est de l'ordre de 20 watts, elle est 18 watts, mais c'est de l'ordre de 20 watts, mais ça fluctue évidemment en fonction de, quand elle est en train de démarrer par exemple, elle monte largement au-delà des 20 watts, j'ai vu 26, 28 watts, donc ça dépasse largement les 20 watts. Et c'est aussi très sensible à ce qui est connecté sur la borne. Donc si vous avez une borne qui est très chargée ici avec beaucoup de câbles, et en plus si vous utilisez donc le connecteur SFP+, qui lui peut la faire amener à consommer encore plus, puisque si vous avez un connecteur SFP+ fibre par exemple, vous pouvez peut-être ajouter, alors j'en ai pas donc je peux pas vous le dire, mais peut-être 5 à 10 watts je pense de consommation sur l'intégralité de la borne. Donc c'est pas anecdotique, puisque quand vous avez un kit de borne, vous pouvez être facilement dans les 20 watts de consommation, ce qui est plus que les bornes d'ancienne génération, mais ça s'explique aussi, je vous l'ai dit, par la présence de plus de ports à haute vitesse, évidemment l'électronique dedans qui va beaucoup plus vite, et c'est pour ça que le bloc secteur et le câble d'alimentation ont été dimensionnés en conséquence pour supporter la consommation d'une borne. Le fait d'être en Wi-Fi, en backhaul Wi-Fi ou en backhaul câblé ne change pas grand chose, si ce n'est qu'on a un câble Ethernet dans la prise, mais ça change pas spécifiquement la consommation, puisque ça fait moins de trafic Wi-Fi, qui est compensé par le fait qu'une prise réseau consomme un tout petit peu d'énergie, peut-être 2 watts, quelque chose comme ça. Donc ça se compense l'un dans l'autre, et par contre vous gagnez la fiabilité du réseau câblé, donc c'est quand même super intéressant d'y connecter un câble réseau non fourni, je le redis, ça c'est le truc qui est dommage.
Un truc intéressant à savoir, et c'est parce que j'ai tenu la borne pour aller l'installer donc dans mon séjour, puisque la deuxième borne, la borne secondaire, la main principale est dans le bureau, puisqu'elle a l'onduleur, donc c'est celle que j'ai à demeure et qui sert de borne principale, qui part donc dans le câble réseau qui est dans le mur et qui va directement donc sur ma box opérateur. Mais la deuxième borne, donc je vais la mettre dans mon séjour, et cette borne, je viens de la débrancher, donc je l'ai voulu la lever pour aller l'emmener, et j'ai senti qu'elle était tiède, et ça m'a rappelé que je vous avais pas parlé de la dissipation thermique et de sa consommation qui est liée. Donc la borne, j'ai pas encore de retour à très forte charge, mais de toute façon, il faudra, je pense, à mettre la main dessus juste pour vérifier. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien. On tient pas sa borne dans la main, donc qu'elle soit tiède, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, ça change pas grand chose, mais en général, c'est directement lié à la charge de travail qu'elle a et à la température extérieure, évidemment. Et il n'y a pas de son qui sort de ces bornes, il y a un ventilateur, mais en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Il ne s'est pas déclenché sur la borne là, qui est déjà en activité depuis plusieurs heures. Et sur cette borne-ci, j'ai pas entendu non plus. Si jamais j'entends un bruit de ventilateur, je le ferai savoir, donc soit dans la deuxième partie vidéo, soit directement en description, ou dans un commentaire épinglé, mais en tout cas pour le moment, pas de bruit, donc c'est des bornes qui sont silencieuses, on sent juste un petit peu de chaleur qui émane un petit peu du dessus, et je vous dis un peu tiède au toucher, mais c'est pas non plus chaud, c'est juste vraiment tiède, on sent que ça chauffe un petit peu. On est ici sur mon tableau électrique domotique, et c'est là aussi où j'ai mes équipements réseau. Donc j'ai actuellement dans ce logement, et je pense que je pourrais pas faire mieux dans ce logement, 2 prises câblées, et uniquement 2 prises câblées, j'ai déjà eu beaucoup de mal pour les avoir. En récupérant des gaines de câbles d'antenne télé, dedans j'ai du 4.6A, donc c'est du câble qui me permet d'avoir sans problème du 10 Gigabit Ethernet cuivre sur les longueurs que j'ai tirées. Donc ils viennent directement des 2 étages supérieurs, et ces 2 prises ici sont brassées sur ma Livebox, donc la box de mon opérateur qui est Soch, et puis sur un switch qui est un switch Gigabit Ethernet et pas 2,5, 5 ou 10 Gigabit Ethernet, donc un switch relativement lent, donc qui n'est pas hyper adapté pour ces bornes, et ça fait partie des choses qu'il faudra peut-être que je considère à améliorer sur le réseau. Jusqu'à présent je l'avais pas fait, mais là avec des bornes 10 Gigabit Ethernet et un réseau qui est en capacité de le faire, ça serait intéressant que j'améliore cette partie-ci en tout cas, parce que j'ai un switch 2,5 Gigabit Ethernet dans le bureau, je vous montrerai vite fait. Donc, pour rappel et pour explication additionnelle pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, j'utilise la Livebox 5 de chez Orange. C'est une box sur laquelle j'ai laissé les fonctionnalités de routeur, donc c'est elle qui adresse les adresses IP en fait, donc le trafic réseau de mon logement. C'est elle aussi qui sert à la configuration pour l'accès externe, le NAT, des choses comme ça, mais c'est tout. Dessus, j'ai enlevé toutes les capacités de gestion Wi-Fi, et puis il n'y a pas de process lourd qui tourne dessus. Donc, une box opérateur, il faut savoir que l'intégralité des problèmes que vous pouvez avoir, la majorité en tout cas des problèmes que vous pouvez avoir, c'est principalement le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi c'est très lourd. Quand vous avez beaucoup de clients, que vous devez maintenir la session Wi-Fi active, qu'elle est chiffrée, tout ça, ça consomme des ressources sur votre box opérateur. Mais juste une box opérateur comme ça dans votre logement, qui fait juste du simple routage, en général ça se passe très bien. Cette box opérateur, je lui ai enlevé quand même 2 fonctionnalités, le DHCP et le DNS, c'est plus elle qui gère le DHCP et le DNS, donc j'ai désactivé le serveur DHCP et le DNS, ils sont hébergés, donc il se trouve que c'est sur cette machine là, mais peu importe, c'est du virtualisé. J'ai du AdGuard Home qui tourne chez moi, qui sert de serveur DHCP DNS, et je gère donc moi-même mon adressage. Donc quand une machine a besoin d'une adresse, c'est moi qui détermine quelle adresse IP elle peut recevoir et quel serveur DNS elle doit interroger. Voilà ce que je peux montrer ici. Il y a éventuellement plein d'autres trucs qui seraient intéressants, mais c'est pas dans le contexte du réseau. On est plus sur de la domotique, des choses comme ça, mais j'utilise aussi cette installation pour gérer ma domotique. Vous voyez quand même, à noter, que la majorité des choses sont câblées. C'est pas parce qu'on a des très bonnes bornes Wi-Fi, Wi-Fi 6, 6E, 7, peu importe, qu'on doit se permettre de brancher des équipements, surtout des équipements critiques. Ici, c'est ma machine qui fait tourner Home Assistant, c'est ma machine qui fait tourner JDOM, donc de la domotique. C'est pas une raison donc pour les faire tourner en sans fil. Parce que c'est beaucoup plus fiable de tirer un petit câble et vous avez vraiment zéro problème en filaire, alors qu'en sans fil, ça va vite d'avoir des petits soucis, des problèmes de portée, des problèmes d'interférence, des choses comme ça. Voilà, tirer des câbles, c'est pas parce que vous avez des très bonnes bornes qu'il faut se passer d'avoir un petit câble, ça coûte pas cher en général, et ça permet d'avoir très vite du très bon débit et surtout de la fiabilité assez importante. Ma borne additionnelle, vous m'avez vu la mettre en route, mais vous ne m'avez pas vu l'installer, elle est là, elle est dans mon séjour juste ici derrière la télévision. C'est elle qui alimente, on va dire, le rez-de-chaussée ou l'étage de vie de mon logement. Donc elle est câblée de la même manière, j'ai à cet endroit-ci
la prise qui part au sous-sol, donc qui est brassée, vous l'avez vu, et donc c'est une connexion, alors qui est du gigabit Ethernet pour le moment, mais qui évoluera en 2.5.5.10 en fonction de ce que je pourrais faire. Et elle est évidemment connectée, alors elle est connectée à un switch, et elle est reliée aussi aux équipements via son switch intégré, donc qui me permet d'avoir du bon débit, et puis qui me permet d'alimenter tous les périphériques sans fil que je peux avoir ici, parce que j'ai aussi du matériel qui fonctionne uniquement sans fil, et donc j'ai besoin de les connecter dessus. En matériel sans fil notable, vous avez par exemple tout ce qui est Nest Audio, donc enceintes connectées ou produits connectés qui n'ont de toute façon pas de capacité filaire, donc on est obligé de les connecter en sans fil, et ça fonctionne très bien. C'est pour ça qu'il faut avoir des bornes qui ont des capacités évoluées en termes d'accueil de nombre de périphériques, parce que si vous commencez à avoir beaucoup de petits périphériques comme ça Wi-Fi, surtout si vous faites de la domotique Wi-Fi, je vous le conseille pas, mais si vous vous êtes lancé là-dedans, vous allez avoir plein de petits produits qui vont se connecter. Il faut absolument avoir de bonnes bornes, et surtout pas rester donc sur une box opérateur qui va être vite limitée pour accueillir tous ces petits produits. Et la plus importante, la borne principale, elle est dans mon bureau, toujours de la même manière, reliée avec un câble qui part directement au sous-sol, donc toujours du filaire. La borne ici, c'est la borne principale. Alors je vous l'ai dit, elles sont toutes équivalentes, c'est juste que dans l'environnement de déco, c'est elle qui est indiquée comme borne principale. Et dessus, j'ai tous les équipements qui sont connectés en câblé. Alors il me manque juste une fiche. Si j'avais donc, alors j'utiliserais probablement le connecteur SFP+, donc il faut que j'achète l'adaptateur nécessaire, mais si j'avais juste une prise en plus, je pourrais me passer du switch 2.5 Gigabit Ethernet qui est là, que j'avais acheté à l'époque, je vous avais expliqué, j'ai une carte 10 Gigabit Ethernet dans mon PC qui est là, et j'ai une carte 2.5 Gigabit Ethernet dans mon NAS qui est là, et donc ça me permet d'avoir des très bons débits de transfert. Au passage, donc, j'ai un onduleur ici et au sous-sol, et l'onduleur, c'est lui qui permet de garantir que ces bornes ne vont jamais s'arrêter. Donc s'il y a une interruption de courant, et ben, c'est l'onduleur qui va prendre le relais pendant plusieurs heures, et ça va m'assurer soit une interruption correcte des machines, soit de continuer à fournir le service le temps que l'électricité revienne. Et puis je voulais conclure en parlant des configurations de l'application, puisque je vous ai dit je vais configurer les bornes d'une certaine manière chez moi, et c'est dans ce contexte-là que je vais les tester, donc je voulais vous montrer comment je les ai configurés. Donc rien de spectaculaire, c'est ce que je vous ai expliqué. Je suis personnellement en mode point d'accès. Donc j'espère que c'est clair pour vous, vous avez le petit laïus ici, mais j'espère que vous avez compris la différence routeur-point d'accès. Je sais que pour des gens, pour une certaine en tout cas catégorie de personnes qui regardent mon contenu, c'est pas super évident. Routeur, ça veut dire que ça fait l'adressage réseau, en fait ça s'occupe de tout sur votre réseau. Donc normalement vous êtes censé remplacer le routeur existant, mais dans pas mal de situations, le routeur est intégré à votre box opérateur, vous ne pourrez pas l'éteindre, et donc vous aurez un double système de routage. Moi ça ne me dérange pas de garder le routeur opérateur, j'ai désactivé tous les autres services, je vous expliquais, et par contre je veux que mes bornes soient des points d'accès, donc elles ne s'occupent que des équipements sans fil. Donc les équipements sans fil sont gérés, le Wi-Fi en gros est géré par les bornes, tout le reste est délégué au routeur, ou en tout cas au reste du réseau, au reste des équipements qui s'occupent de mon réseau. Donc c'est comme ça que je les ai configurés, c'est comme ça que je les utiliserai. J'ai activé les autres réglages, j'ai aussi commencé évidemment à utiliser les capacités Wi-Fi évoluées. La seule chose que j'ai pas activé, c'est le réseau MLO, donc en fait vous avez un réseau classique 2 Go 4 5 GHz, donc comme si vous étiez en Wi-Fi standard, Wi-Fi 6 par exemple. Vous avez un réseau dédié 6 GHz qui va être créé, ce qui permet aux périphériques qui sont en capacité de faire du 6 GHz de se connecter dessus, donc les périphériques Wi-Fi 6E par exemple, ou les périphériques Wi-Fi 7, et vous avez un réseau MLO qui est disponible. Donc le réseau MLO, c'est un réseau qui est optimisé Wi-Fi 7 avec des capacités de multilink, donc des capacités très évoluées pour l'échange de data, donc tous les paquets. Donc ça je ne l'ai pas activé puisque je n'ai pas actuellement, je vous ai dit, l'ordinateur portable je ne l'ai pas encore fait évoluer, donc je n'ai pas de périphérique qui pourrait tirer parti de ça, mais ça veut dire que vous rajoutez des points d'accès évidemment à votre domicile, et donc vous devrez choisir par équipement sur lequel ou lesquels il doit se connecter. J'ai aussi un réseau d'invités, donc le réseau d'invités c'est extrêmement intéressant, vous pouvez partager le mot de passe de ce réseau-là avec des gens qui viennent régulièrement chez vous ou moins régulièrement, et vous pouvez annuler ou changer le mot de passe, etc., et éteindre le réseau d'invités quand il n'y en a pas besoin. Ce qui est beaucoup plus sécurisant, puisque comme ça, vous ne partagez pas le mot de passe de l'ESSID, le mot de passe de votre réseau principal, et donc c'est un peu comme si vous remettiez les clés à la personne quand vous donnez ce type d'information. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir des choses plus jetables. Et vous avez un réseau 6 GHz qui est accessible dessus, donc si vous avez des invités qui ont des périphériques très rapides, très puissants, vous pouvez activer le réseau 6 GHz dessus. En plus
Parmi tous les réseaux, je ne sais pas si vous voyez la quantité de points d'accès que ça va créer en Wi-Fi, vous en avez encore un en plus, c'est le réseau des IoT, donc le réseau des objets que vous pouvez activer. Donc là-dessus, vous pouvez brancher, je ne sais pas si vous avez un robot aspirateur, un truc comme ça, qui est chinois, qui se connecte sur des sites un peu douteux, on ne sait jamais trop avec le cloud exactement comment ils ont été développés. Donc ce qui fonctionne pas en local, vous pouvez le brancher dessus, ça reste isolé de votre réseau habituel, et ça peut se connecter sur internet, ça évite de partager là encore des informations qui n'auraient pas besoin d'être partagées. Vous avez une possibilité ici d'optimiser votre réseau, donc je le lance pour vous montrer, mais ça peut rendre le réseau Wi-Fi instable. C'est là où il y a des limites dans le réglage des bornes, vous ne pourrez pas choisir les canaux Wi-Fi. Donc ça va automatiquement vous spécifier les bandes qui sont retenues, et puis éventuellement changer la sélection s'il y a, je sais pas, des perturbations, des choses, en réajustant les canaux Wi-Fi. C'est quelque chose donc, qui se fait automatiquement, que vous ne pouvez pas régler, donc que je ne peux pas régler personnellement. J'ai éteint les LED, j'ai fait toutes les mises à jour de firmware, et c'est tout ce qu'il faut savoir sur cette installation, il n'y en a pas plus. Voilà, j'utilise ensuite comme un point d'accès Wi-Fi classique, donc je ne vais pas utiliser de capacité évoluée, je n'ai pas de contrôle parental, pas de protection quelconque, ce n'est pas un routeur, je le redis, c'est juste un point d'accès, donc j'utilise les équipements tels quels. Vous avez vu aussi que les bornes sont reliées par un câble, il y a une capacité sur ces bornes d'avoir du backhaul mixte, je sais plus c'est quoi exactement le terme, mais à la fois filaire et sans fil. Je ne sais pas si on le voit par un petit graphique, mais avec les débits que j'ai, normalement j'ai pas besoin de ce lien sans fil. Mais je regarderai quand même, je me renseignerai sur comment il s'établit, est-ce qu'on peut le régler ou est-ce que ça se fait automatiquement, donc ça je vous en parlerai plus tard. Voilà en ce qui concerne le remplacement de mes bornes X90 par les bornes BE85 Wi-Fi 7 de chez TP-Link. Vous avez vu, si vous êtes déjà dans l'écosystème TP-Link, c'est pas très compliqué pour faire des remplacements de bornes. Et puis si vous n'êtes pas client TP-Link, vous avez vu qu'avec les applications mobiles, c'est extrêmement simple de déployer très rapidement un réseau Wi-Fi et d'utiliser ces bornes éventuellement, même si vous le souhaitez, en mode routeur, de manière à vous passer du routeur de votre opérateur. Évidemment, le routeur restera opérant si certains opérateurs, je pense les opérateurs en particulier autres que Free, ne proposent pas de désactiver la partie routeur, ou assez peu, et donc du coup vous allez être obligé d'avoir un double routage à la maison, c'est pas forcément idéal, et c'est pour ça moi que je préfère conserver le mode de point d'accès qui me suffit largement. Voilà, j'espère qu'avec ça vous aurez compris comment on met en route, comment on utilise ces bornes, et puis donc rendez-vous dans une future vidéo où on parlera plus de la technologie Wi-Fi 7, des technologies qui sont dans ces bornes, dont le 10 gigabit, des trucs comme ça, et puis peut-être si vous avez des questions autour de tout ça, les réponses à vos questions. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le Wi-Fi 7 et sur d'autres sujets évidemment, puisqu'entre temps je parlerai d'autres sujets sur ma chaîne. Merci et au revoir.